Il n'y avait pas besoin de vous introduire Alexandre Bello, donc, qui est rhumatopédiatre à Lyon, où il y a du soleil plus qu'un jour par an. Ouais, 2 jours. Deux jours par an, de temps en temps. Voilà, pour présenter donc ce PNDS multifilière publié en fin d'année dernière sur les interféronopathies. Donc on reste plutôt sur des maladies pédiatriques, mais parfois aussi qui peuvent concerner des patients adultes. Merci beaucoup, Marie-Louise, pour le teasing. Donc, en fait, Marie-Louise aurait totalement pu présenter, puisqu'elle l'a fait à la SNFMI. Isabelle, pareil, on était un trio de rhumatopédiatres, mais pas tout seul, avec beaucoup d'autres spécialistes, pneumo, neuropédiatres, à nous accompagner sur l'élaboration de ce PNDS. Et donc, on va voir quelques éléments qu'on veut faire ressortir en commençant par une question, hein, c'est des pré-tests comme on dit. Alors attention, au sujet des interféronopathies monogéniques, c'est associé à une production excessive d'interféron gamma. C'est lié à des anomalies du sensing des acides nucléiques, des anomalies du métabolisme des acides nucléiques. C'est lié à un excès de la signalisation sous le récepteur IFNAR. Il y en a une trentaine de décrites. Donc là, c'est à votre bon cœur. Je mesure que peut-être ce n'est pas bien paramétré. Il y a plusieurs bonnes réponses. On peut en bâtir une, on peut en bâtir une. Il faut choisir, il faut choisir. Il y a malheureusement beaucoup plus de bonnes réponses que de mauvaises. Mais il y a la première réponse qui n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas de l'interféron gamma qu'on va parler, ça c'est l'interféron type 2. Nous, on parle de l'interféron type 1. Mais sinon, tout le reste était bon, donc c'est mal paramétré. Désolé de ça. Donc, voilà la définition. C'est une maladie auto-inflammatoire. Donc, c'est l'immunité innée. C'est auto-inflammatoire. C'est un excès de production, non pas de l'interféron type 2 gamma, mais type 1. Donc, vous savez qu'il y a différents interférons de type 1, c'est le alpha et bêta. Bêta, il n'y en a qu'un seul, les alpha, il y en a 17 gènes pour 16 différents. 13 alpha, pardon, et en tout des types 1, il y en a 16. Donc, même c'est un excès de production d'interférons. Vous avez deux cellules qui sont en fait à peu près les mêmes cellules qui illustrent le fait que, globalement, c'est issu d'un défaut de métabolisme de nos acides nucléiques intracytoplasmiques. Donc ça se passe à l'intérieur de la cellule, nos affaires. Et on a un excès de sensing ou de signaling qui fait que pour différentes conditions et différents génotypes, on va avoir un excès de détection des acides nucléiques qui se baladent dans notre cytoplasme. Et on va produire beaucoup, beaucoup trop d'interférons. L'interféron, c'est la cytokine antivirale clé. Elle est très utile quand on veut bagarrer contre un virus, mais quand elle est produite en continu, bah, vous savez chez l'adulte que ça peut donner différentes connectivites, et donc chez l'enfant, eh on a des formes monogéniques qui vont conduire à ces phénotypes un peu particuliers. Donc la plus fréquente, le chef de file, c'est le syndrome des Aicardi-Gouttière. Alors Jean Aicardi, Françoise Gouttière, c'est deux, non pas rhumatopédiatres, mais neuropédiatres, qui ont décrit cette maladie comme étant une forme d'encéphalopathie néonatale avec un aspect, c'est des enfants en microcéphalie, des calcifications cérébrales, des manifestations neuro-inflammatoires précoces. En fait, pour le pédiatre, quand on a ça en stade de naissance, on pense que c'est une infection materno-fétale, donc on va rechercher qu'il n'y ait pas eu une infection pendant la grossesse. Et donc, dans le cas particulier, là, on ne trouve pas de CMV, toxoplasmose, oreillon, là, tous les trucs de torche, on ne trouve pas ça. Et ça récidivait dans la famille, alors ils se sont dit, il doit y avoir quelque chose de génétique sous-jacent. Et c'est comme ça qu'ont été décrits d'abord ces maladies neuro-inflammatoires sur ce spectre très particulier et sévère néonatal. Et 10-15% d'entre eux pouvaient plus tard dans la vie développer des signes de lupus, des engelures notamment, mais aussi des phénotypes lupus complets. Donc ça a intéressé les immunologistes, les internistes, et on a mesuré que l'atteinte neuro et l'atteinte systémique, elle peut même être découplée avec des patients qui n'ont pas du tout d'atteinte neuro-inflammatoire et qui ont neuro-inflammatoire et qui ont un phénotype lupus, rénal, cutané ou diverses et variées. Alors, quels sont les autres signes qui vont faire évoquer une interféronopathie de type 1? Donc, j'anticipe, j'ai encore mal paramétré. Donc, une uvéite antérieure, une CRP à 250, une pyopathie interstitielle, une néphrite lupique, des engelures. Alors, c'est peut-être mieux paramétré cette fois-ci. Plus prématuré des dents.
Donc, est-ce que tout ça, ça vous fait évoquer une interféronopathie? On parle de maladie auto-inflammatoire. Donc, j'ai l'impression que vous avez tous les bonnes réponses. Donc, ce n'est pas en effet une uvéite antérieure. Les uvéites antérieures, c'est plutôt les maladies liées par NF-κB ou IL-1. Alors, par contre, la CRP à 250, c'est pas trop évocateur de nos interféronopathies. Même souvent, ils ont une CRP normale, alors qu'ils ont une grande production d'interférons totalement découplée. Contrairement aux inflammasomopathies. Par contre, pneumopathie interstitielle, néphrite lupique, les engelures et même la chute prématurée des dents, ça fait partie des petits signes d'interféronopathie. Donc ça, finalement, ça renvoie au fait qu'il y a plein de spécialistes et de docteurs qui peuvent voir ces malades, qui ont des présentations complexes. Donc là, vous avez tout le panel de docteurs qui peuvent les voir. Et on a une expressivité qui est assez variable des signes cliniques, je dirais, qui est même variable au sein d'une même famille. Et on peut avoir un papa qui a une paraparésie et puis son enfant qui a un lupus systémique. Et donc, on ne va pas forcément se dire que ça a un lien. Et en fait, si, ça a un lien. Donc, il faut être curieux dans vos arbres génétiques et penser que ces manifestations neuro peuvent être découplées du reste des maladies. Donc, sur le plan clinique, la forme canonique, c'est quand même celle pour les aïcardies gouttières, donc encéphalytique, précoce, néonatale. On peut avoir des formes beaucoup plus modestes au niveau neuro, avec par exemple que une paraparésie. Donc, ces marches sur les pointes, hein, on en voit de temps en temps qui marchent. Nous, les pédiatres, en général, on pense que c'est des anciens prématurés. Et la grande prématurité, elle favorise ce type de marche paraparétique isolée. Ben, en fait, les interféronopathies aussi, ça peut être les seuls signes. On peut avoir que des calcifications cérébrales avec un développement psychomoteur tout à fait normal. Et au maximum, on peut avoir qu'une signature interféron positive sans rien d'autre. Ensuite, on a les atteintes cutanées, c'est les engelures. Vous avez bien noté que c'était un des éléments bien spécifiques de cette entité d'excès de production d'interférons. Le glaucome, c'est un peu moins connu. Et pour le coup, quand on a le diagnostic, eh bien, il faut penser à faire des examens ophtalmo réguliers pour démasquer cette hypertonie de l'œil. On peut avoir des tableaux plus apparentés à la dermatomyositis, des myalgies au niveau articulaire, des subluxations, des ténosynovites. Donc, ce pas des patients qui détruisent vraiment les articulations, rarement. Par contre, ils font comme dans le lupus, hein, on peut voir la Manjaku, celle que vous avez du cofer. Nous, on croyait qu'elle était issue d'une interféronopathie, celle que vous avez sur la première de couverture. Donc, la Manjaku, c'est une des manifestations qu'on voit volontiers chez nos patients. Pneumopathie interstitielle, qui ressemble à celle que vous connaissez de la sclérodermie systémique, des histoires d'hémorragie alvéolaire familiale, la glomérulonéphrite lupique, qui est quand même plus rare dans le cadre des différents symptômes. Et puis au niveau bio, donc c'est une lymphopénie, une dissociation avec une VS élevée, une CRP normale, comme on le voit dans le lupus finalement, et puis une positivité des anticorps antinucléaires, volontiers. Donc CRP, elle est normale, hein. Donc c'est pas un bon marqueur d'inflammation. Le bon marqueur de ces affaires, c'est plutôt d'évaluer ou de démasquer la présence d'interférons. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la signature interféron qui a été beaucoup utilisée, hein, qui a été mise au point par Yannick Cros en côté recherche et que plusieurs laboratoires ont mis en place maintenant. Et quand on va avoir à plusieurs reprises cette signature interféron positive dans un contexte de clinique évocatrice, bien ensuite c'est la génétique. Et il y a plusieurs laboratoires qui proposent les panels pour faire le diagnostic génétique, parce que là on parle bien de maladies monogéniques pour ce cadre des interféronopathies. Alors, pour les internistes, les rhumatologues de la salle, quand est-ce qu'on est dermatologue, parce que j'ai peut-être encore un an, elle est partie. Donc, mais s'il y a d'autres spécialités, quand est-ce qu'on évoque cette maladie? Eh bien, on peut y penser aussi chez l'adulte. On a des présentations de pneumopathie atypique, interstitielle, on a des patients avec des tableaux de PR ou de vascularité en cas aussi. Et donc, quand on a vascularité en cas familiale, on a le COPA syndrome, par exemple, qui peut nous faire un diagnostic différentiel. Donc, les lupus systémiques à début précoce, les paraparésies spastiques, et en particulier, si vous avez des antécédents familiaux avec l'un ou l'autre, eh bien, vous allez peut-être les regrouper en vous disant, ça, c'est des points qui nous font rechercher la génétique. Le début précoce, l'histoire familiale, s'il y a vraiment l'arbre génétique est crucial. Retard statural, la spasticité, les calcifications cérébrales, le glaucome, des anomalies dentaires. En général, il y a un retard de chute des dents de lait. Par contre, il y a une chute précoce des dents définitives. Donc, c'est pas de chance. Il y a un moment où on a deux rangées de dents et après, on fait lié à cette maladie, l'hypertension artérielle pulmonaire et des calcifications, la lymphopénie. Voilà. Donc, comment on va les traiter, ces patients? Alors, est-ce qu'on a moult AMM? Est-ce qu'il y a beaucoup d'industriels qui s'intéressent à ces maladies rares ou rarissimes?
L'anifrolumab permet de négativer la signature interféron. Les JAK inhibiteurs ont une bonne pénétrance dans le système nerveux central. Les anti-interférons exposent au risque d'atteinte sévère à non pas BK, la bactérie, mais BK, le virus. Donc on est à peu près tous d'accord qu'il n'y a pas d'AMM, qu'on a le sentiment qu'on a des inhibiteurs de l'interféron qui arrivent à négativer la signature interféron, peut-être plus volontiers l'anifrolumab que les JAK, mais ça dépend sans doute des génotypes. Et que, en effet, on a une complication un peu particulière que sont les infections à BK virus. Donc, il n'y a pas de traitement vraiment curatif, c'est des prises en charge multidisciplinaires. Donc, c'est hyper important d'avoir toute une équipe qui est intéressée dans ces maladies et qui peut nous aider, parce que l'expertise, notamment neuro ou pneumo, eh bien, elle est indispensable à la prise en charge. C'est compliqué si on a une atteinte du système nerveux central, parce que, contrairement à ce que certains d'entre vous ont mentionné, ça ne passe pas très bien la barrière hémato-encéphalique. Et donc, l'équipe de Marie-Louise, Bénédicte Neven, vous avez dosé les médicaments dans le LCR. C'est que 10% qui passent dans le LCR chez ces patients à Icardi Gouttière. Donc, on a une faible passage. Même si c'est des small drugs, hein, on aurait pu se dire, bon, on va peut-être réussir à avoir un impact. Ajoutez à ça le fait que c'est sans doute une maladie un peu neurodéveloppementale qui commence très tôt dans la vie. C'est dur de savoir comment on va réussir à infléchir les manifestations neuro ou neuro-inflammatoires. Donc, c'est compliqué si on a des atteintes du système nerveux central. Donc, les corticoïdes, ben, ils ont un effet sur plein de voies, y compris la voie interféron. Et puis, des traitements ciblés qui, donc, plus récemment, ont été développés. Donc là, vous avez la liste des différents JAK inhibiteurs. Donc, bien sûr, il y a 0 AMM pour aucun d'entre eux. Et on a donc quelques mercredis, un mercredi par mois, la RCP d'interféronopathie que pilote Marie-Louise et qui permet de venir présenter des dossiers complexes pour lesquels vous vous dites est-ce que face à ces anomalies, ces symptômes, ça vaut la peine d'introduire un traitement ou est-ce que c'est une question diagnostique, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire la génétique. Donc vous pouvez solliciter cette RCP et ça permet de décloisonner les prises en charge, ça reste des maladies quand même ultra rares. Donc, le baricitinib, c'est sans doute celui qui a été le plus utilisé dans ces maladies, donc un anti-JAK1, JAK2, pan-JAK, donc avec des données publiées sur les PRAS et les SAVI, avec des meilleurs résultats dans le PRAS, hein, qui est une forme, donc c'est le Candle, avec des sevrages possibles, alors que pour les SAVI, on n'a pas de rémission complète. SAVI, ce sont les mutations associées à STING. Vous avez l'ensemble des génotypes qui sont bien décrits dans le PNDS, auquel vous pouvez vous référer, mais il y a encore une fois une trentaine de gènes, donc un peu laborieux de les exposer aujourd'hui. Et anifrolumab, donc ça, on a pas mal d'espoir sur ce médicament particulier. Parce que l'avantage des JAK, c'était le premier médicament qui ciblait la voie interféron, mais le désavantage, c'est qu'on ne cible pas que l'interféron. Et c'est aussi un anti-IL, interféron gamma, un anti-IL6. Donc il y a beaucoup d'autres voies qui sont court-circuitées. L'anifrolumab, c'est un anti-récepteur de l'interféron de type 1, c'est un anti-FNAR 1. Et donc là, on a peut-être une action plus ciblée qui sera aussi une manière de démontrer qu'en bloquant spécifiquement le récepteur, on améliore les choses. Et les résultats, on n'a pas beaucoup de patients, je pense que c'est moins de 10 qui ont été traités, sont encourageants avec des résultats qui semblent meilleurs que les JAK inhibiteurs, mais c'est vraiment trop faible pour juger. Alors, les effets secondaires, ben, c'est majoritairement infectieux. On a des réactivations virales et en particulier VZV sous les JAK inhibiteurs. Je pense que c'est ce que vous voyez aussi dans vos rhumatismes inflammatoires. On a mesuré que dans les profils de safety, on a plus de zona, que ce soit interféronopathie ou que ce soit finalement les autres rhumatismes inflammatoires. Donc, chez l'enfant en particulier, comme ils n'ont pas toujours fait la varicelle, bah, c'est important de se renseigner et éventuellement de vacciner, idéalement avant le début du traitement, 3-4 semaines avant si on peut. On a ces réactivations virales à BK virus, et ça, en revanche, j'ai le sentiment que vous n'avez pas vraiment ça chez l'adulte. Pour les patients qui sont sous JAK inhib, nous, on a des patients qui font des formes très sévères de BK avec des néphrites et insuffisance rénale terminale sur néphrites à BK virus sur rein natif. Donc, les greffeurs, ils ont bien l'habitude, ils regardent ça tout le temps, mais ils sont greffés, donc ils sont sous triple immunosuppression, leurs patients. Et nous, nos interféronopathies sous JAK inhibiteurs, ils font des authentiques néphrites à BK qui peuvent poser problème. On a aussi, bon, comme le profil des JAK inhib l'induit, on a des infections bactériennes, pneumocoques, méningocoques. Donc la vaccination joue un rôle important, des infections opportunistes, d'autant que certains génotypes, le SAVI par exemple, ont une lymphopénie intrinsèque et une maladie sans doute d'immunodéficit combinée à la production excessive d'interférons.
On a une toxicité hémato des inhibiteurs de JAK via la ligation JAK2. On surveille leur bilan hépatique et lipidique. On a une augmentation du risque thromboembolique, comme chez l'adulte, comme vous le savez. Donc, les effets à long terme ne sont pas connus. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on commence chez l'enfant? Et là, a priori, c'est à vie, donc ça pose quelques questions. La grossesse contre-indiquée, et puis on a ce risque accru de cancer et de complications cardiovasculaires. Donc, un élément aussi dont on s'est rendu compte dans ces interféronopathies, c'est qu'il ne faut pas arrêter d'un coup les JAK inhibiteurs. Il vaut mieux l'arrêter progressivement parce qu'on a un effet rebond. On a un effet rebond un peu comme celui qu'on peut voir sous corticoïdes. Donc, ce n'est pas vrai de beaucoup d'autres immunosuppresseurs. Donc, en cas d'infection bénigne, on essaie de ne pas le suspendre. Et si c'est une infection sévère, on essaie d'appeler le centre expert et on réfléchit comment on va manager la décroissance des JAK inhibiteurs. On essaie de ne pas les arrêter d'un coup et c'est un message à passer aux patients pour qu'ils se disent qu'ils ne doivent pas eux-mêmes se décider de ne pas le prendre s'ils ne peuvent pas le prendre. Donc les bilans, on a toute une petite fiche et elle sera soulignée aussi tout à l'heure pour les fiches du CRI. Qu'est-ce qu'on fait avant d'introduire les JAK inhibiteurs? Donc on va regarder un peu le check-up de qu'est-ce qu'on a comme infection en cours. Est-ce qu'on a déjà été exposé à la varicelle notamment, puisque c'est des patients qui vont faire beaucoup de zona. Et puis, on a un schéma vaccinal qui est inspiré des recommandations EULAR-Presse pour les patients sous immunosuppresseurs en général. Donc, ROR et varicelle. C'est faisable pour les patients qui ont divers immunosuppresseurs qui sont listés ici, mais pas sous JAK inhibiteur. Donc, JAK inhibiteur, il vaudrait mieux le faire avant les JAK inhibiteurs. Euh, et donc, ça, c'est des points importants à considérer. Zona, BCG. Alors, Zona, nous, on ne l'a pas en pédiatrie. Je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup maintenant chez l'adulte. Je pense que c'est une bonne opération pour ces patients en particulier, si on peut le faire avant. Et puis, le BCG, c'est contre-indiqué. Donc, en résumé de ce que je voulais partager avec vous, donc c'est des maladies auto-inflammatoires, excès de production d'interférons. C'est vraiment la voie des acides nucléiques, une réponse antivirale excessive pour diverses raisons en fonction des génotypes. La signature interféron, c'est un marqueur que si vous ne le regardez pas, on ne sait pas le détecter. La CRP n'a pas un bon reflet de l'inflammation. Ça conduit à faire différents tests génétiques parce que ce sont des maladies monogéniques et qui conduisent à des traitements ciblés pour lesquels, à l'heure actuelle, on n'a que des petites séries, des case reports. Il y a un point aussi que je voulais mentionner sur les JAK inhibiteurs chez l'enfant. On a remarqué, mais peut-être chez l'adulte, vous avez la même observation. On a aussi une prise de poids sous JAK inhibiteur. Et donc, je ne sais pas si vous avez la même observation, vous, dans votre expérience, mais on pense que, en tout cas, ça doit court-circuiter, je ne sais pas, les voies de la leptine. A priori, c'était une des propositions parmi ceux qui ont fait cette observation. Mais chez l'enfant, c'est assez net. Donc, on a toujours l'esprit que si on met des jackies, on va réduire les corticos, on va avoir moins d'effets métaboliques. Bon, bah, pour le côté orexigène, ça ne semble pas être le cas. Et les jackies ont un effet orexigène comme les corticos. Donc, voilà, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Et là, vous voyez toute la ribambelle de collègues qui ont participé, dont certains dans la salle, et donc les neuropédiatres notamment, qui sont très actifs aussi au RCP, qui nous posent d'ailleurs des questions auxquelles on ne sait pas toujours répondre sur comment on va gérer leurs manifestations purement neuro-inflammatoires. Et donc, on apprend aussi beaucoup de leur regard et de leur vision, ainsi que tous les autres experts, dermatos, pneumos, et on en est un peu au début de l'identification de ces maladies assez passionnantes d'un point de vue physiopathe et de compréhension. Et donc, c'est le premier PNDS sur ce champ de maladies. Voilà.